Daniel Kablan-Duncan a lancé officiellement aujourd'hui les travaux de construction du château d'eau de Ndotré dans la commune d'Abobo. Le Premier ministre ivoirien indique que le pays sur la voie de l'émergence se doit d'engager de grands investissements dans plusieurs secteurs. L'actualité en Côte d'Ivoire, toujours dominée par la proclamation des résultats des élections couplées municipales et régionales de dimanche. Depuis hier, la commission électorale indépendante donne les résultats déjà disponibles sur nos antennes. Et puis, un attentat a visé aujourd'hui l'ambassade de France à Tripoli en Libye. Le bilan provisoire fait état de 2 gardes français blessés, dont un grièvement et d'importants dégâts matériels. L'explosion s'est réduite à une voiture piégée. Voilà pour les titres. Il est 20h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur RTI 1. Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan a lancé officiellement aujourd'hui les travaux de construction du château d'eau de Ndotré dans la commune d'Abobo au nord d'Abidjan. Le chef du gouvernement a indiqué à cette occasion que la Côte d'Ivoire, qui nourrit l'ambition de devenir un pays émergent à l'horizon 2020, se doit d'engager de grands investissements dans plusieurs secteurs, entre autres dans le domaine de l'électricité et de l'eau. Le témoignage d'Alexis Ouedraogo. Un réservoir d'eau vide, le quotidien du jeune Lia, installé en Ndotré dans la commune d'Anyama. Depuis bientôt 3 ans, chaque jour, il est obligé de puiser de l'eau à plusieurs kilomètres de chez lui. On va puiser l'eau derrière Goudon, souvent même c'est à Bobo. Il y a des motos, on met les bidons, on fait une barrique à 1500. Non loin de lui, Monique, mère de 3 enfants en bas âge, elle aussi souffre de ce manque d'eau dans le secteur. C'est trop compliqué, en tout cas c'est pas facile chez nous. On veut puiser l'eau, en tout cas on souffre. Le calvaire devrait cependant très bientôt prendre fin. Ce mardi, le chef du gouvernement a procédé à la pose de la première pierre d'un château d'eau qui devrait desservir les zones d'Abobo, Ayama et Ndotré. Ce château d'eau de Ndotré est un projet du programme d'urgence qui a été approuvé par le Conseil du gouvernement, vous-même, et par le Conseil des ministres, dans lequel il est prévu un investissement de 48 milliards pour traiter des questions liées à la production, au transport et à la distribution de l'eau sur Abidjan. De ces 48 milliards sont prévus la construction de 2 châteaux d'eau extrêmement importants de 5000 m3. De 5000 m3 chacun, l'un pour Abobo, l'autre pour Yopougon, dans un second temps. Et des dispositions pratiques sont arrêtées pour que le projet sorte de terre au plus vite, a expliqué le Premier ministre. Il est inacceptable de constater que la Côte d'Ivoire dispose de ressources suffisantes en eau potable, mais d'infrastructures insuffisantes pour amener l'eau au robinet des populations. Conscient de cette situation, le gouvernement ivoirien a entrepris dès sa formation en juin 2011, un vaste programme pour résorber ces déficits. Les villes de l'intérieur du pays ne sont pas oubliées. Elles devront elles aussi connaître très bientôt ce vent nouveau de renforcement des investissements dans les secteurs clés de l'eau, de l'énergie et des routes. Monsieur Guillaume Kigbafori-Soro, président de l'Assemblée nationale, convoque mesdames et messieurs les députés membres de la conférence des présidents à la réunion du vendredi 26 avril 2013 à 10h au palais de l'Assemblée nationale. Ordre du jour, établissement de l'ordre du jour des travaux de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Vous le savez, l'actualité nationale est dominée par la proclamation des résultats des élections couplées municipales et régionales de dimanche. Depuis hier, la commission électorale indépendante, par la voix de son porte-parole, que vous voyez en image, proclame progressivement les résultats déjà consolidés et disponibles sur nos antennes. Ce sera ainsi jusqu'à la proclamation finale de tous les résultats. D'ailleurs, dans un peu moins d'1 heure, vous aurez une autre séance de proclamation sur le coup de 21h en direct sur RTI 1. Après ces élections, quelle ambiance dans certains quartiers d'Abidjan, réputés justement pour avoir connu des moments chauds au moment de la proclamation de ces résultats. Ami Kanga nous amène à Djamé et Treichville voir l'atmosphère qui a prévalu ce matin. Deuxième jour après la proclamation des résultats des élections couplées, la commune d'Adjamé toujours paralysée. Magasins fermés, aucune activité au niveau de la mairie, les locaux sont occupés par certains éléments des forces républicaines qui en assurent la sécurité.
Une situation difficile à supporter par les résidents et commerçants de la commune. Depuis l'élection, on n'arrive pas à vendre. Si on a enlevé bagage, on voit les gars avec les cailloux, que défermer le magasin. Hier même, ils ont jeté les lacrymogènes. À cause des votes là, nous on ne connaît rien dedans. Nous on est venu chercher pour nous. Nous ils n'ont pas arrêté, nous avant. Rien ne marche. Ce qu'on a vécu là, on ne veut plus ça. On prie Dieu. Quel que soit qui a gagné, la personne n'a qu'à accepter. On va travailler. Toujours c'est nous qui prenons le pot cassé. On est fatigué. À Trècheville, par contre, après le saccage du dimanche, des urnes, des procès-verbaux et des bulletins de vote ont été détruits par des casseurs. Le calme est revenu. Je suis venue faire les achats aujourd'hui. Il paraît que hier, il y avait du bruit ici, mais il y a la calmie aujourd'hui. Voilà la preuve. J'ai fait mes achats, je rentre à la maison. Les deux camps se sont proclamés vainqueurs. On attend les résultats depuis, on ne nous dit rien. Donc ça a créé un peu la peur. Tantôt on est là, on nous dit fermez. Ils viennent avec machette, avec les bois pour nous attaquer, donc on ne sait plus. Aujourd'hui, bon, c'est un peu calme. Selon une source de l'ONUCI, il y aurait eu des troubles dans 9 communes, sachant qu'il y en a 197. J'en viens à ces points chauds de ces élections. Dès le début de la proclamation des résultats, des violences ont été signalées dans la capitale économique, comme vous venez de le voir, et dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. Et pourtant, la commission électorale indépendante avait invité tous les candidats à jouer la carte du fair play. Herman Yamia. Les nombreuses campagnes menées par la commission électorale indépendante CEI pour des élections apaisées seraient-elles tombées dans des oreilles de sourds? La question mérite d'être posée au regard du cycle de violence intervenu au lendemain des élections couplées municipales et régionales. À Abidjan, par exemple, les partisans de certains candidats pas d'accord des premières tendances encore officieuses se sont adonnés à des actes de vandalisme dans les communes de Koumassi, Adjamé et Trècheville. Ils réclamaient l'annulation pure et simple des scrutins parce que selon eux, ces tendances ne reflèteraient pas la réalité. Résultat de ces mouvements d'humeur, la perturbation du trafic routier dans ces localités et la fermeture des commerces. Comme à Abidjan, certaines villes de l'intérieur se sont également illustrées. On signale même des vols d'une à Bangolo et à Mbengue dans le nord du pays. Les enjeux de ces élections sont énormes, mais un seul objectif guide tous les candidats, apporter un mieux-être à leurs administrés. Les candidats et leurs partisans devraient donc comprendre cela et jouer la carte du fair play, comme le montre si bien cette affiche de la commission électorale indépendante. Si tu as perdu, félicite le vainqueur, demain ton tour viendra. On ne connaît pas encore les résultats définitifs de ces élections municipales et régionales de dimanche, mais si l'on s'en tient aux résultats partiels, les candidats indépendants sont en tête. Marie-Laure Ngoran revient sur les tendances des partis politiques, toujours sur la base des proclamations déjà faites par la CEI. Élections couplées municipales et régionales. Le verdict des urnes pour les municipales publié depuis lundi. Selon les premiers résultats partiels proclamés par la commission électorale indépendante ce 22 avril, les candidats indépendants sont en tête. Les résultats de 82 circonscriptions proclamées par le porte-parole de la CEI, Inza Diomandé, donnent la majorité aux candidats indépendants qui obtiennent 32 communes contre 23 pour le Rassemblement des Républicains, RDR, et 23 pour le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI. L'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, obtient, selon ses premiers résultats, 3 communes, quand le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, s'en sort avec une seule. Les résultats déjà proclamés concernent en grande partie les petites circonscriptions électorales du pays, précise Inza Diomandé, qui souligne que la compilation des résultats au niveau des grandes circonscriptions prend du temps. Au regard des résultats publiés, selon le porte-parole de la CEI, Inza Diomandé, le taux de participation s'est amélioré, passant de 30 à 60%. Les résultats continuent d'être proclamés par la CEI. Vous venez de l'entendre, ils ont créé la surprise générale à ces élections municipales. Les candidats indépendants, pour ce qu'on a comme résultat officiel, ont ratissé large, bien qu'ils n'étaient pas forcément les favoris. Alors comment peut-on comprendre cette montée en puissance des désormais maires élus indépendants? L'éclairage de Gabriel Zani. Les premiers résultats des municipales rendus publics par Inza Diomandé, le porte-parole de la CEI, Commission électorale indépendante, ont déjoué tous les pronostics des partis politiques. Des tenors sont tombés, des indépendants, des outsiders sont passés haut les mains. Sur près de 70 proclamés élus,
Plus de 23 sont des candidats indépendants, soit un peu plus du tiers des résultats communiqués lundi 22 avril, premier jour de proclamation des résultats. De Lakota en passant par Didiéville, Grand Bérébi, Grand Laou, pour ne citer que ces localités, les indépendants ont raflé des postes de maire contrairement aux attentes. Même son de cloche à Bundiali et à Zoukoube. C'est la preuve que l'on n'a pas besoin forcément de la caution d'un parti politique pour se faire élire. C'est aussi la preuve que les électeurs, les Ivoiriens, aspirent au changement. Et c'est un signe, un grand signe qui montre la maturité des électeurs. Les populations ont porté ainsi un regard nouveau sur ces élections. Elles ont regardé à la qualité des programmes et des candidats et surtout à ce qu'ils sont capables de faire pour elles. Et elles ont choisi le bon parti et non le parti politique. Ce sont des figures bien connues de la sphère politique. Malheureusement, ces grosses têtes ont connu une perte de vitesse dans leur circonscription au lendemain du vote. Elles ont simplement pris du plomb dans l'aile lors des municipales dont les résultats sont en cours de proclamation. À côté, il y a des candidats ayant fait le plein des urnes. C'est une analyse d'Adama Kone. La commission électorale indépendante a commencé depuis 2 jours à livrer les résultats des élections couplées régionales et municipales. Quelques localités attendent encore de savoir les élus en charge de leur administration. Mais déjà, l'on note la défaite de certains candidats bien connus de la scène politique ivoirienne. À l'ouest, à Mans, le candidat RDS Sidiki Konaté n'a pu convaincre les électeurs. Au sud, à Agboville, c'est Adama Bictogo, toujours du RDR, qui tombe avec 36% des suffrages exprimés contre 53% pour le vainqueur Ncho Acho Albert indépendant. Par contre, la moisson a été très fructueuse pour cet autre groupe, ceux qui ont récolté la totalité des suffrages exprimés, soit 100%. Jusqu'à ce soir, ils étaient au nombre de 5. À Djekanou Abdoulaye Diallo du PDCI RDA, à Odiene Masseneba Touré du RDR, à Nyofouin Faubert Soro du RDR, à Samatigila Lansine Diaby du RDR et à Kong Biraima Tene Ouattara également du RDR. En face des candidats accrédités d'un taux de 100%, il y a ceux qui ont fait piètre figure. C'est le cas du candidat indépendant Lansine Diaby de Séguélon dans le Kabadougou qui n'a obtenu en tout et pour tout qu'une seule voix. Au terme d'une campagne apaisée, la CEI a donc commencé à proclamer les résultats des élections. Les quotidiens ivoiriens en font leur chou gras. La revue de presse avec Patricia Omouetia. La presse ivoirienne débute la semaine par le même sujet. Les résultats des municipales et régionales. C'est le lundi que la proclamation des résultats des élections couplées municipales et régionales a débuté. Quand l'Inter révèle le nom des nouveaux élus des élections municipales, Fraternité Matin barre à sa une. Contestation des résultats des élections, 5 jours pour saisir la CEI. À la page 7 du journal, le président de la Chambre administrative de la Cour suprême explique la procédure à suivre pour introduire une requête à la CEI. Quant à l'intelligent d'Abidjan, il affirme que la crise post-électorale est déclenchée. D'où l'inquiétude du journal Le Temps qui titre « La Côte d'Ivoire à feu et à sang ». Selon le quotidien, après les résultats partiels, le RDS sombre dans la violence. L'argument est donc tout trouvé pour Soir Info qui dit « C'était chaud hier à Koumassi et à Adjamé ». Tandis que le Nouveau Réveil écrit « Le RDS joue contre Ouattara ». Le Patriote indique lui à sa une que les premiers résultats de la CEI commencent avec le règne des indépendants. Voilà, c'était la revue de la presse avec Patricia Omouetia. On ne connaît pas encore le taux de participation définitif de ces élections, mais nos reporters sur le terrain ont fait un constat. Les personnes du troisième âge ont tenu à exprimer leurs droits civiques. Michel Digré. Les voix du troisième âge compteront sûrement dans le décompte final pour le choix des élus locaux de la région du Tongbi. C'est du moins ce qu'a laissé entrevoir leur détermination à prendre une part active au vote de ce dimanche. Ici, le chef du quartier Campus donne de la voix pour un scrutin apaisé. J'ai dit les gens qui sont venus aujourd'hui, il ne faut pas personne ne fait parable. On n'a qu'à pas se lier, ce qui y veut. Il va voter, personne ne va nager. Voter, ce n'est pas forcé. Là où tu veux, c'est ça, tu es content, tu es parti. Mais par là, ce n'est pas bon. Il ne faut pas gâter notre nom dans le quartier. Dans les bureaux de vote, un traitement particulier leur est accordé. Ces personnes-là vont se faire accompagner avec le consensus de tous les représentants des candidats. Et le président aussi veillera à ce que
ces personnes du troisième âge-là, qui sont un peu invalides, puissent voter sans problème. Après le vote, c'est le barreau d'honneur pour regagner le domicile. Tout le monde a voté bien. Soulever des montagnes pour accomplir son devoir civique, le troisième âge a tenu son pari dans la ville de Mans. Pour terminer avec ce chapitre, sachez que ces élections suscitent un intérêt au-delà des frontières ivoiriennes. Notamment, la commission d'observation électorale de la société civile africaine produit un communiqué préliminaire de coordination. Il est dit ici par le porte-parole de la commission, Tiakwe Ignace. Je vous propose de l'écouter. La Côte d'Ivoire a fait des progrès impressionnants en termes de démocratisation, de bonne gouvernance et de respect des droits de l'homme, et peut servir de modèle à d'autres pays en Afrique de l'Ouest et ailleurs en Afrique. Nous sommes convaincus que les Ivoiriens ont fait leur choix de manière calme, pacifique, et que les élections présidentielles de 2010 et les législatives de 2011 ont confirmé la maturité politique des Ivoiriennes et Ivoiriens. Le scrutin s'est déroulé dans une atmosphère apaisée. Les électeurs sont sortis de façon timide dans la matinée et un peu plus engagés dans l'après-midi, avec un taux de participation moins élevé qu'aux élections présidentielles. Les libertés individuelles et collectives d'expression, de circulation des candidats et électeurs ont été respectés en ce jour de vote. En règle générale, le cadre juridique national garantit une base raisonnable pour la tenue d'élections démocratiques acceptées par tous. Certes, à l'instar de toute organisation humaine, il y a lieu de dénoter en marge des acquis quelques imperfections. Des acquis, nous citerons la présence effective des forces de sécurité dans les centres visités, la présence de tous les membres de bureaux de vote, la disponibilité en quantité suffisante du matériel de vote dans tous les bureaux visités, une parfaite harmonie dans l'application des procédures des opérations de vote par les membres de bureaux de vote, le bon déroulement des dépouillements et leur validation par les délégués des candidats, effectués de manière publique et transparente devant tous les membres présents dans les bureaux de vote, les représentants des candidats ont consigné dans des procès-verbaux établis pour la circonstance et conjointement signés. Au demeurant, quelques actes de vandalisme et de violence ont été observés dans certains centres visités. Les quelques insuffisances constatées viennent à nous démontrer qu'un retard noté sur les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote, la non-représentation des délégués et des partis ou coalitions dans les bureaux des votes visités, le retard de certains membres du bureau de vote, de graves cas d'irrégularité observés dans la commune de Trècheville, particulièrement dans les bureaux de vote numéro 4 du collège Voltaire, le numéro 6 du groupe scolaire du Port et le numéro 3 du groupe scolaire de l'Habitat, pour ne citer que ceux-là. Un flou total autour de plusieurs bureaux de vote dans lesquels, selon nos enquêtes, plusieurs agents de la mairie se trouveraient en être des responsables. Le matériel servant dans l'opération et qui devait être convoyé vers la CEI a été détruit dans la CEI locale de Trècheville. Autour des centres des bureaux de vote, une mafia installée s'occupait particulièrement de l'achat de conscience. Absence de stickers par endroits sur les procès-verbaux. Au vu de tout ce qui précède, la mission de la société civile africaine salue le sens civique du peuple ivoirien, note et apprécie le climat pacifique et serein qui a prévalu tout au long du déroulement des opérations de vote, félicite les candidats en lice pour leur haut sens de patriotisme doublé de leur engagement à renforcer les acquis démocratiques et la cohésion sociale pour une franche réconciliation des Ivoiriennes et Ivoiriens. Apprécie l'implication du genre féminin dans les différentes étapes du processus électoral. Félicite les médias nationaux pour leur sens de professionnalisme, de probité et de l'éthique dans le traitement de l'information dans l'équité. Donne un satisfecit à la télévision nationale, notamment la RTI,
pour le respect du temps d'antenne et son impartialité. Félicite le gouvernement et les institutions de la République, surtout la CEI et son président, M. Youssouf Bakayoko, pour sa disponibilité remarquable et constante afin de conduire la Côte d'Ivoire vers une fin de cycle électoral libre, inclusive, démocratique et absolument transparente. Par toutes ces fins, la mission d'observation électorale de la société civile africaine considère que les élections couplées du 21 avril 2013 se sont déroulées dans le calme, dans la liberté, dans l'honnêteté et l'équité. Après ces élections, les activités gouvernementales reprennent. Ce mardi s'est tenu un conseil de gouvernement en prélude au Conseil des ministres de demain. C'est un projet de 150 millions de francs CFA conçu pour lutter contre la pauvreté. Bénéficiaires, 140 jeunes de la sous-préfecture de Iré, formés au métier de l'élevage. Ils sont même arrivés à construire des fermes avicoles. Le projet a été financé par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et une société minière exerçant dans la région du Lodibois. Le témoignage de Francis Boifou. Ils sont désormais installés à leur propre compte après 3 années d'apprentissage. 140 jeunes de la sous-préfecture de Iré, dans la région du Lodibois, ont bénéficié d'une formation au métier de l'élevage. La construction de la ferme, jusqu'à acquérir les animaux, nous avons eu la chance d'avoir l'encadrement de la NADER. Nous sommes très contents d'avoir eu un métier au moins qui va à la longue nous nourrir, nous et nos familles. Organisés en groupement associatif, ces jeunes disposent de 4 fermes d'élevage de poules pondeuses et 2 fermes de porcs charcutiers. Coût global du projet financé par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et une société minière de la place, 150 millions de francs CFA. L'emploi de jeunes est une priorité pour le gouvernement de Côte d'Ivoire. Donc, en apportant une modeste contribution, nous participons au processus de création d'opportunités d'emploi pour les jeunes. Et il s'agit ici d'un processus d'auto-emploi où les jeunes eux-mêmes ont bénéficié d'une formation et se sont inscrits dans une dynamique de réalisation de telle activité qui va leur permettre de générer des revenus et en même temps de créer des emplois pour leurs frères. Ce projet de formation au métier de l'élevage a été initié par le ministère d'État, ministère du Plan et du Développement. En vue d'un meilleur encadrement des bénéficiaires du projet, un comité de développement a été installé dans la sous-préfecture de Iré. La ministre ivoirienne de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique est à Paris. Kandia Camara a procédé ce mardi avec la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, à la signature de l'accord de siège entre la République de Côte d'Ivoire et l'UNESCO. Cette signature devrait renforcer les relations entre l'institution et le pays. Elle porte sur des activités de programme telles que l'éducation pour tous et autres suivies de la Convention du patrimoine mondial. La présence de l'UNESCO sur le sol ivoirien lui donne désormais vocation à veiller à l'application des accords de siège qui régissent les relations entre le pays hôte et l'organisation internationale. Demain, le compte-rendu complet dans nos prochaines éditions. À l'étranger, le Parlement français a autorisé hier soir la prolongation de l'intervention des forces françaises au Mali. Un choix à l'unanimité des suffrages exprimés. Le Sénat a entendu lui aussi dans la nuit une déclaration du gouvernement sur l'autorisation de la prolongation de l'intervention des forces françaises au Mali. Et l'a autorisé par 326 voix pour et 0 contre. Reportage. Moment d'émotion au Palais Bourbon, 1 minute de silence en la mémoire des 5 soldats français tués dans le cadre de l'opération Serval déclenchée le 11 janvier. L'opération se déroule au Mali depuis exactement 3 mois. Mais elle ne peut se poursuivre au-delà de cette période qu'après l'autorisation des parlementaires. C'est donc à une véritable opération de charme que Jean-Marc Ayrault s'est livré lundi devant les députés français. Le Premier ministre a notamment souligné que l'intervention militaire française au Mali était une réussite politique et militaire. La reconquête du territoire malien conduite par nos troupes, alliées aux forces armées maliennes et aux soldats tchadiens et nigériens, a été remarquablement menée. La France doit désormais aider le Mali à gagner la paix. Jean-Marc Ayrault a convaincu la majorité des députés français.
en faveur de la prolongation de l'opération Serval. Ils sont 342. La parole est à monsieur Pierre Lelouch. Parmi eux, les élus UMP. Mais ces derniers émettent quelques réserves. La vérité, c'est que le Mali n'a jamais su créer une unité véritablement nationale sur son territoire. Une question centrale obère la suite de notre intervention, monsieur le Premier ministre, celle de la reconstruction d'un État malien viable. Sur place au Mali, pas de polémique, pas de débat. Le vote des députés et des sénateurs français en faveur de la prolongation de l'opération Serval est accueilli avec soulagement. La France, je peux dire, a sauvé le Mali. Alors, beaucoup a été fait. Il reste encore quelques difficultés. Je pense que cette prolongation permettra vraiment à résoudre définitivement le problème. Ce député malien et ses compatriotes attendent maintenant la prochaine étape, la conférence des donateurs initiée par le président français François Hollande. Cette conférence qui doit réunir des fonds pour la reconstruction du Mali est prévue pour le 15 mai à Paris. En bref, toujours en France, les députés ont adopté aujourd'hui de manière définitive et à une très large majorité le projet de loi portant sur le mariage pour tous. Un attentat a visé l'ambassade de France à Tripoli, en Libye, ce mardi. Le bilan provisoire fait état de 2 gardes français blessés, dont un grièvement et d'importants dégâts matériels. Selon une source de sécurité libyenne, l'explosion était due à une voiture piégée. Les 2 Français blessés sont des gendarmes mobiles. Regardez. L'ambassade de France à Tripoli a été presque totalement détruite. Il est 7h10 du matin, une voiture piégée garée devant la porte du bâtiment explose, provoquant d'importants dégâts. 2 gendarmes français sont blessés, dont l'un grièvement. Le pire a été évité. À 7h, le personnel de l'ambassade n'était pas arrivé. Il s'en est fallu de quelques minutes. Si le personnel avait été là, ça aurait été effectivement un drame épouvantable. Cet attentat a été fait pour tuer. La France ne cédera pas. Des enquêteurs libyens sont sur les lieux de l'attentat. La France a ouvert une enquête et envoie 10 gendarmes du GIGN à Tripoli pour renforcer la sécurité. C'est la première fois depuis la chute du colonel Kadhafi en 2011 que des intérêts français sont touchés en Libye. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais il survient dans un contexte d'insécurité croissante en Libye et dans un contexte régional marqué par le conflit au Mali, où l'armée française intervient contre les islamistes radicaux. Pour terminer, ce voyage aux trousses de l'actualité dans le monde, en bref et en images, on se rend d'abord aux États-Unis voir la suite de l'enquête des attentats de Boston. Dzhokhar Tsarnaev encourt la peine de mort. L'auteur de l'attentat du marathon de Boston a été inculpé par la justice fédérale américaine sur son lit d'hôpital. Les charges comprennent notamment l'utilisation d'armes de destruction massive ayant entraîné la mort. Une première audience a été fixée au 30 mai devant le tribunal fédéral de Boston. Un hommage a été rendu aux victimes du double attentat commis par les 2 frères d'origine tchétchène qui a fait 3 morts et plus de 200 blessés. La police canadienne a déjoué un projet d'attentat visant un train de passagers sur la liaison New York-Toronto. 2 hommes, dont la nationalité n'a pas encore été précisée, auraient projeté de faire dérailler le train. La police canadienne a annoncé qu'ils avaient reçu du soutien d'Al-Qaïda en provenance de l'Iran. Des accusations jugées ridicules par les autorités iraniennes, elles-mêmes en guerre contre Al-Qaïda. Les liens diplomatiques